Le Preventive Reinforce, maintenant, vous en a parlé en long et en large. Elle vous a parlé des trois types. Moi, ce que je vais faire, c'est vous présenter un projet de recherche qu'on a, dans lequel on a appliqué le Preventive Reinforce for Young Children, donc celui du milieu, qui est... est-ce que, Christine, tu peux me confirmer qu'on m'entend bien, qu'on voit bien mon PowerPoint? En tout cas, moi, je t'entends bien et je vois très bien ton PowerPoint. Super. Donc, vraiment, un projet qui est beaucoup plus axé sur le Preventive Reinforce for Young Children, donc celui du milieu. Celui qui, à la base, a été développé par Dunlap et ses collègues pour les enfants d'âge préscolaire en milieu de garde. Pour la simple et bonne raison que ce programme-là est celui qui englobe le plus largement les tranches d'âge qui sont desservies par les services publics québécois en petite enfance. Donc, le but de la présentation, c'est de vous parler un peu des effets sur les enfants ayant un TSA et de leurs parents. J'ai mis quelques petites données comme ça, cadeaux, pour vous faire une surprise sur les intervenants également. Voilà, donc on peut commencer sans plus tarder. Le plan de la présentation est assez simple. Une petite mise en contexte. Mélina vous a beaucoup parlé de ce qu'était un comportement problématique, du contexte dans lequel on les étudie. Malena vous a beaucoup parlé de ce que c'était le Preventive Reinforce. Donc, je vais faire une espèce de très, très bref résumé juste pour remettre en contexte pourquoi et comment le programme, en fait, l'intervention, l'étude a été mise en place. Ensuite, on va parler de l'implantation en tant que telle, comment le Preventive Reinforce YC et c'est For Young Children. À travers la présentation, je l'ai simplifié à PTR, donc Preventive Reinforce. Comment il était implanté, quelle était la population visée, comment ça s'est déroulé. On va faire une étude de cas parce que je me suis dit que tard dans l'après-midi, une conférence de toute la journée sur Zoom, ce serait plus drôle de vous faire une étude de cas, donc de présenter un enfant qui a bénéficié du programme plutôt que de vous expliquer toutes les étapes. Donc, une étude de cas, ensuite les résultats de l'étude plus large et finalement une petite activité clinique, en fait trois petites activités cliniques. On va les essayer, on va essayer du moins la première. C'est, pour être honnête avec vous, c'est pas le meilleur contexte pour ce genre d'exercice-là. On va l'essayer. Si ça fonctionne, tant mieux. Sinon, ben, on aura fait preuve de bonne foi en essayant. Donc, comportement problématique, comme vous l'avez vu ce matin, il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup de définitions au niveau clinique, au niveau de la recherche. Il n'y a pas de consensus sur ces définitions-là, pardon. Dans les trois manuels que Malena vient de présenter, c'est la définition de Dunlap, donc l'auteur principal de ces trois programmes-là. C'est cette définition-là qui est privilégiée. Je vous la présente parce que c'est une définition que moi j'aime énormément. Elle est juste assez spécifique pour qu'on sache de quel type de comportement on parle, mais elle est juste assez vague pour pas mettre de côté des comportements plus sociaux, des comportements plus intériorisés ou des comportements plus subtils. Donc voici la définition. C'est un comportement qui interfère avec les habiletés de l'enfant à s'engager dans des relations positives, à jouer avec les autres, à développer des amitiés, à maintenir des liens d'amitié aussi et à apprendre des habiletés attendues d'un enfant de son âge. Par définition, un comportement problématique doit persister dans le temps. Si c'est quelque chose qui arrive une fois dans la vie d'un individu, on ne nommera pas comportement problématique. Donc, ça va être persistant dans le temps et ça doit ne pas répondre à l'utilisation de procédures classiques. Donc, on en a parlé très brièvement, mais si on met en place ce qu'on aurait fait avec 95% des enfants et que ça se résorbe très rapidement, on ne parlera pas de comportement problématique d'un point de vue du moins du Preventive Reinforce. Donc, ça doit être des choses qui durent longtemps et qui résistent. Le terme résistance est très comportemental, mais qui continue à apparaître malgré la mise en place de procédures classiques. Trois petits détails aussi très importants. Ça se présente dans un contexte, ça a une fonction et c'est maintenu par ses conséquences. Malena vous a parlé du Positive Behavior Support, du soutien positif au comportement, du PBS. C'est très important de souligner ces trois points-là quand on parle de comportement problématique pour la simple et bonne raison qu'on va travailler parfois avec des parents, des éducateurs, des professionnels qui vont nous dire cet enfant mort sans aucune raison. Cet enfant crie out of the blue, comme ça, aléatoirement. Donc, c'est toujours important de se rappeler que c'est possible que le comportement soit dû à une cause médicale ou neurobiologique qui est en dehors de notre contrôle, mais très, 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 très souvent, dans l'écrasante majorité des cas, il va y avoir un contexte dans lequel ces comportements-là se présentent. Et si on est capable de bien identifier le contexte, les variables en lien avec ce contexte, on est capable de déterminer ce qui déclenche le comportement. Et si on s'intéresse à ce qui suit le comportement, la modification que ça a dans l'environnement, que ce soit sur les gens autour de l'enfant ou que ce soit sur l'environnement physique de l'enfant ou la présence d'autres enfants dans sa proximité, on est capable de mettre le doigt sur des conséquences qui devraient être normalement responsables du maintien de ce comportement-là. Une fois qu'on a ces deux facteurs-là, on peut penser qu'on tient la fonction du comportement. Parce que souvent, on va voir que c'est une fonction qui peut être soit de communication, soit d'obtention. Dans l'écrasante majorité des cas, ça va être ça qu'on va voir. Il y a d'autres fonctions. Je ne m'attarderai pas là-dessus.
je vous ferai un petit exemple par la suite, mais c'est 3 points qui découlent de l'ABA, de l'analyse appliquée du comportement, mais encore plus spécifiquement propres au soutien positif au comportement. Donc, les comportements problématiques ont des effets négatifs. Ça a plusieurs impacts importants à moyen, long terme. Chez les enfants, on va parler principalement d'habileté sociale. Donc, un gros impact au niveau des habiletés sociales. Ça complexifie énormément l'enseignement, mais aussi l'acquisition ou le maintien des habiletés sociales. Très difficile au niveau de l'intégration sociale, scolaire. Ça peut être un frein même à l'inclusion scolaire. Et c'est persistant. C'est contrairement à ce qu'on pense parfois, les comportements problématiques ne disparaissent pas d'eux-mêmes, ils persistent et même, selon certains auteurs, se cristallisent, donc deviennent de plus en plus difficiles à résorber et prennent de plus en plus de place dans la vie de l'enfant, de son entourage, de sa fratrie, des parents et des professionnels qui travaillent auprès de lui. Du côté des parents aussi, ça a des impacts négatifs au niveau du fonctionnement familial. Ça a un gros impact à ce niveau-là. Au niveau des symptômes dépressifs, pas mal, toutes les études presque, comme l'a souligné Shania, touchent principalement les mères. Donc, on voit qu'il y a des symptômes dépressifs, les mères d'enfants qui présentent des comportements problématiques et autres troubles, comme un trouble du spectre de l'autisme, une déficience intellectuelle ou un retard global de développement. Et finalement, une stigmatisation sociale qui n'est pas à ignorer. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans le fonctionnement familial, dans le bien-être des parents. Stigmatisation sociale particulièrement quand on fait face à des comportements comme des comportements d'agressivité ou d'automutilation, même d'agressivité envers soi-même, c'est quelque chose qui pousse souvent les parents à isoler d'abord l'enfant, mais aussi à s'isoler en tant que membre actif de la société. Ce matin, lors de la première présentation, pour ceux et celles qui étaient présentes, Mélina nous a parlé d'une étude pan-québécoise, donc dans 8 centres à travers la province, parce que cette étude-là a été faite parce qu'on s'est rendu compte que oui, c'est un impact négatif sur le parent, sur l'enfant, sur l'individu en général qui présente des comportements problématiques, sur son entourage, sur les gens qui travaillent auprès de lui également. Mais on s'est aussi rendu compte que ça avait un impact sur la qualité et l'efficacité de l'ICI, donc de l'intervention comportementale intensive qui est l'intervention gratuitement offerte par le gouvernement aux familles d'enfants ayant un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est quand même important de souligner que l'ICI a fait ses preuves maintes et maintes fois au niveau de la recherche et au niveau clinique également. Elle offre un potentiel élevé pour les enfants qui en bénéficient. Par contre, quand ces enfants présentent des comportements problématiques, non seulement la mise en place, mais également l'efficacité de cette intervention-là est diminuée par la présence de tels comportements. Donc, le sondage qui a eu lieu, en fait, l'enquête qui a eu lieu à travers toute la province, 8 centres au Québec, 8 à l'époque CRDI, donc maintenant plutôt des branches du CIS, d'un centre intégré santé et services sociaux, donc 8 à travers la province, et lors de cette enquête, 96% des éducateurs et éducatrices disent avoir travaillé avec au moins un enfant présentant des comportements problématiques dans la dernière année. Ce matin, Mélina vous a présenté plus de détails. Il y en a presque, je crois que c'était autour de 50% qui avaient travaillé avec au moins 3 enfants ayant des comportements problématiques lors de la dernière année. Ces intervenants-là, ces éducateurs, ces psychoéducateurs, perçoivent les comportements problématiques comme un obstacle à l'efficacité de l'ICI et disent ouvertement avoir besoin d'outils d'évaluation, mais également d'intervention qui sont adaptés au très jeune âge de la clientèle. Parce qu'il existe des modèles d'évaluation, des modèles d'intervention, mais ils vont souvent toucher des personnes plus âgées ou des individus du moins plus âgés. Donc, les 3 PTR, les 3 Prevent, Reinforce dont Malena vous a parlé, on va vraiment s'intéresser à celui du milieu, donc celui qui est le Prevent, Teach, Reinforce for Young Children. Et d'ailleurs, j'en profite sur cette slide très sobre pour vous inviter en fait à poser des questions quand elles vous viennent à l'esprit. Christine, je ne sais pas ce que tu en penses, mais si tu acceptes d'agir comme modératrice, si quelqu'un a une question, vraiment, allez-y. Je préfère ça, en fait, histoire de ne pas perdre vos bonnes questions. Et puis là, tout le monde peut parler, en fait. Tu peux prendre la parole à n'importe quel moment. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. N'hésitez pas à m'interrompre, j'adore ça. C'est ma partie préférée. Donc voilà, on va s'intéresser à celui du milieu, le Prevent, Teach, Reinforce for Young Children, que notre équipe a traduit. Et oui, ce manuel est maintenant en vente libre chez DeBuck. Donc, c'est la version francophone, française du PTA, le prévenir, enseigner, renforcer. C'est un manuel qui a été commandé dans 2 CRDI,
pardon, avec qui on travaille, le but étant de commencer à exposer doucement les gens, les intervenants, les psychoéducateurs, les éducateurs, les membres des équipes de gestion. Quoi qu'il en soit, le livre a été traduit et c'est un outil qui nous aide beaucoup lors des étapes à venir. Donc, je vous en parlerai par la suite. Lorsqu'on a mis en place le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, le livre était en phase, on est en train de le traduire et là, il existe, il est accessible et on est en train de s'assurer que les futurs intervenants, les futurs éducateurs, psychoéducateurs qui vont faire partie de nos projets futurs auront accès à ce manuel. Voilà, donc ça c'est un très bref contexte. J'ai parlé combien de temps? Ouais, très bref, 12 minutes. On va regarder l'implantation du PTRYC, donc concrètement comment est-ce qu'on a mis en place ce programme-là en fait en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. Donc, l'implantation s'est passée comme suit. On avait 40 familles, donc 40 enfants qui présentaient un trouble du spectre de l'autisme et évidemment des comportements problématiques. 40 familles, donc les familles de ces enfants, et 40 éducateurs et éducatrices. Le terme éducateur est utilisé au masculin, mais sachez que d'entre eux, seulement 2 étaient des hommes. Mais malheureusement, j'ai essayé et ça ne passe pas. Donc, c'est vraiment 40 éducateurs. On a travaillé de très, très près avec le CISMO qui est notre lieu de collaboration recherche terrain avec le laboratoire, j'entends, depuis des années. On a implanté le programme sur une période de 12 semaines par cohorte et on a eu 3 cohortes qui se sont étalées sur 1 an environ. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, la première cohorte était composée de 10 familles. C'était étalé de septembre 2017 à janvier 2018. Oui, janvier 2018. Ensuite, la deuxième cohorte de 15 participants est allée de janvier à avril et la troisième cohorte de 15 participants allait d'avril à juillet. On avait un total donc de 40 familles qui étaient prêtes, qui étaient enrôlées en fait pour pouvoir commencer ce programme. Voici comment ça se passait pour une cohorte, donc d'une cohorte à l'autre. Dans un premier temps, on prenait les les données pré-intervention. Donc, avant même de mettre le programme en place, on prenait des données sur l'enfant, sur le parent et sur les éducateurs. Je viendrai avec un peu plus de détails par la suite. Ce qui est important à savoir, c'est qu'à ce point-là également, on offrait une formation aux éducateurs. Donc, l'équipe de recherche offrait une formation de 2 jours, donc 2 fois 6 heures, à des groupes allant de 10 à 15 professionnels, dépendamment de la cohorte dont on parle, mais c'était en groupe et ça se donnait sur 2 jours, donc une formation spécifique sur le Prevent, Teach, Reinforce. Par la suite, le programme était mis en place, le PTR était mis en place de manière hebdomadaire. Il y avait 2 choses qui se passaient en parallèle. Dans un premier temps, il y avait des rencontres. Donc, les éducateurs rencontraient le ou les parents pour des périodes d'environ 60 minutes. Donc, c'est là où les étapes dont Malena vous a parlé précédemment, les 5 étapes, étaient implantées de manière hebdomadaire entre l'éducateur et le parent. L'éducateur avait ce qu'on appelle le rôle de facilitateur. C'était lui qui présentait le programme, en présentait les étapes, en expliquait le déroulement, et le parent agissait comme membre actif de l'équipe, ou les parents d'ailleurs, agissaient comme membres actifs de l'équipe et comme experts de leurs enfants. C'est eux aussi qui sont responsables de la prise de données. On verra par la suite pourquoi et comment est-ce qu'on arrive à engager les parents dans une tâche qui peut être parfois très demandante et très difficile. Le PTR offre un outil de prise de données, tout ce qu'il y a de plus facile et accessible. Et pendant que ces rencontres-là étaient mises en place, il y a le processus de supervision qui est également mis en place, où là, les éducateurs et les superviseurs, donc encore une fois un membre de l'équipe de recherche, avaient des supervisions hebdomadaires qui allaient entre 20 et 60 minutes, dépendamment des besoins de l'éducateur. Mais le but était vraiment d'offrir tout le soutien nécessaire aux éducateurs pour mettre en place ce programme qui, pour tous et toutes, c'était une première pour eux. Donc, c'était la première fois non seulement qui a implanté ce programme-là, mais qui a implanté un programme de gestion des comportements problématiques et où on leur demandait d'agir comme facilitateur, comme guide, comme coach auprès de parents. Donc, la supervision était souvent la très bienvenue. Et évidemment, après la période de 12 semaines, on avait des données post-intervention, donc on reprenait des données sur les enfants, sur les parents et sur les éducateurs. Voilà un peu à quoi ressemblait le processus pour les cohortes, pour le projet. Ce que je vous propose de faire, c'est regarder une étude de cas, donc suivre une participante dont évidemment nous avons changé les noms, qui est vraiment un enfant avec qui on a eu, qu'on a eu pendant une des cohortes. Donc, je vous propose d'utiliser cette étude de cas-là pour vous présenter un peu comment se déroulaient les 5 étapes avec la petite. Donc, à titre de rappel, on vient de le voir, mais les 5 étapes du PTR consistent à, premièrement, définir qui est l'équipe, définir les objectifs sur lesquels on veut travailler,
Donc, c'est quoi le comportement problématique à réduire, c'est quoi le comportement approprié à augmenter, mettre en place, choisir et s'assurer que tout le monde comprenne bien une méthode de prise de données facile et accessible à tous. Troisièmement, on va faire une évaluation fonctionnelle qui est une des grandes forces du PTR parce que contrairement à d'autres modèles d'évaluation fonctionnelle ou d'analyse fonctionnelle du comportement, c'est pas quelque chose qui demande des heures, des jours ou des mois. C'est quelque chose qui se fait en quelques minutes. Ensuite, il y a une analyse qui se fait de la part du facilitateur par la suite, mais c'est quelque chose de très, très, très rapide qui nous permet d'arriver avec une hypothèse comportementale assez bien définie. Et finalement, quatrièmement, on va parler de l'intervention. Donc, c'est quoi les stratégies qui ont été choisies par le parent? Malheureusement, sans surprise, je ne pourrai pas passer à travers toutes les stratégies offertes par le Prevent, Teach, Reinforce. Toutefois, si on a le temps de se rendre là, on fera une activité où vous pourrez voir c'est quoi ces stratégies-là. Et finalement, évaluation et ajustement. Donc, on évalue si le programme fonctionne sur des bases, évidemment, de données qui sont prises tout au long du processus. Donc, l'étape 2, la prise de données. Comme vous l'a dit Maëlena tantôt, c'est vraiment quelque chose qui est très, très propre à l'analyse appliquée du comportement. On ne va pas évaluer sur notre perception ou sur comment on se sent par rapport au changement de comportement chez l'enfant. On va observer les données vraiment telles que rapportées par la grille. Et ajustement si nécessaire, j'y reviendrai par la suite. Donc, le cas de Mélina. Mélina est une petite fille de 4 ans qui a un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme et des comportements problématiques. Donc, c'est une petite fille verbale. Elle utilise des phrases de 2 à 3 mots environ et elle vit avec ses 2 parents. Elle fréquente un CPE, mais au CPE, tout se passe bien. C'est vraiment à la maison que les comportements problématiques sont présents. Elle reçoit 5 heures d'intervention par semaine de la part de Stéphanie. Son éducatrice s'appelle Stéphanie et c'est elle qui est facilitatrice et en charge donc de mettre en place le programme auprès de la famille de la petite Mélina. La première étape, donc, l'équipe et les objectifs. Stéphanie va présenter le PTR-YC aux parents, s'assurer qu'ils comprennent bien chacune des étapes, voir à peu près où est-ce qu'on s'en va et décider c'est qui l'équipe. Dans le cas de la petite Mélina, l'équipe, c'était sa mère, son père et l'éducatrice. Petite note ici, si Mélina avait eu un frère ou une sœur suffisamment âgée et au développement suffisamment approprié, elle aurait pu ou il aurait pu faire partie de cette équipe-là. Pareil, si elle avait eu une grand-maman qui la gardait tous les soirs ou tous les matins, quoi que ce soit, l'équipe n'est pas limitée. Dans ce cas-là, c'était la mère, le père et l'éducatrice, Stéphanie. Ensemble, ils s'assoient, décident qui sont les membres de l'équipe et décident des objectifs. Donc, ensemble, décident c'est quoi les CP, comportements problématiques, qui les dérangent. Ils font une grande liste et ils en décident un. Ensemble, les 3, c'est lequel qui est le plus dérangeant selon nous, qu'on voudrait travailler en premier. Pareil pour un comportement approprié, CA. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait améliorer chez Mélina? Qu'est-ce qu'on voudrait qu'elle fasse d'ici les prochaines semaines, les prochains mois? Qu'est-ce qu'on voudrait lui enseigner? On fait une grande liste et on choisit ensemble ce qui est le plus important pour toute l'équipe. C'est super important dans le PBS, dans le soutien positif au comportement et en l'occurrence dans le PTR, de prendre le temps d'avoir l'opinion de tous les membres de l'équipe. Ce que le père ou la mère pense a autant de valeur que ce que l'éducatrice pense. Et c'est premièrement parce qu'on essaye de créer une équipe, on essaie de créer une certaine cohésion d'équipe, mais également, quand on met en place des stratégies ou des interventions qui vont avec les valeurs des personnes, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne parce que les personnes y croient tout simplement. J'ai vu qu'il y avait quelque chose dans le chat, je ne sais pas si c'est une question. Non, ce n'est pas une question. Oui, en fait, on demandait si le PTR était disponible en français pour la version scolaire en plus de la version pour les jeunes enfants. Non, non, pas encore. Pas à ma connaissance du moins, et notre équipe n'est pas en processus de. Peut-être qu'il y a une traduction faite en France ou en Belgique ou en Suisse ou ailleurs au Québec, mais à ma connaissance, non, il n'y a pas de traduction francophone pour l'instant. D'accord, merci. Peut-être que je me trompe, mais je suis presque sûr. Voilà. Donc, la deuxième étape, l'équipe de Mélina, la semaine d'après, décide de trouver la meilleure méthode pour prendre en note, prendre des données sur les comportements problématiques. Donc, Stéphanie, l'éducatrice, va présenter la grille de cotation du PTR que Malena vous a présentée. Sinon, je vous la montre brièvement dans la slide d'après. S'assure que tout le monde comprend bien. Et vous vous rappelez, on a parlé de se frapper. Donc, c'était le comportement qu'on avait choisi
Oui, excusez-moi, je vous ai pas. Oui, c'est ça. Donc, le comportement problématique qui avait été choisi par l'équipe, c'était se frapper, donc se frapper elle-même. Et le comportement approprié, c'était de demander avec des phrases complètes qui étaient définies par sujet, verbe, complément. Voilà. Petite parenthèse, il y a évidemment une définition opérationnelle qui est faite. Malena vous en a parlé. Une définition qui fait que même si on était 5 observateurs différents, on aurait une même conception de ce qu'est le comportement problématique et ce qu'est le comportement approprié de par sa définition observable, mesurable et explicite et précise. Donc, voilà. Donc, lors de la deuxième étape, on présente brièvement la grille, on s'assure que tout le monde comprend comment la cotation se passe et on va choisir une fenêtre de temps, premièrement, et un responsable ou une responsable. Donc, pour le comportement problématique, se frapper, on va essayer de trouver une fenêtre de temps qui, premièrement, représente bien, est dans une période où le comportement a des chances d'arriver. Donc, on ne va pas le faire le matin si ça n'arrive jamais le matin. Ça ne nous permet pas d'apprécier des changements à travers le temps. On va choisir, par exemple, dans le cas de la petite Mélina, ils avaient choisi entre 17 et 19 heures, donc une fenêtre de 2 heures, et c'est le père qui était responsable de la prise de données. Et pour le comportement approprié, donc demander avec des phrases complètes, ils ont choisi une fenêtre de temps similaire, donc de 17 heures à 19 heures. Donc, à la même période, ils regardaient pour les deux comportements et c'était aussi le père qui prenait les données. Une autre question, Oui. Zacharia. Oui. Quelqu'un demande, considérant que l'enfant est verbal, donc peut parler avec des phrases, pourquoi n'est-elle pas incluse dans la discussion? C'est une bonne question. C'était une petite fille verbale, certes, mais elle avait 4 ans à l'époque, 4 ans et quelques mois, mais elle n'avait pas le niveau développemental pour suivre ça. Mais c'est un excellent point dans ce cas-là. En fait, pour être honnête avec vous, dans le cadre de cette étude-là, je suis presque sûr qu'aucun enfant ne faisait partie de son équipe. C'est très étrange à dire, mais c'est fortement suggéré, par contre, si on travaille avec des enfants de niveau développemental assez bon et plus âgés. Dans ce cas-là, c'était des enfants un peu trop jeunes pour ça. Voilà. Merci. Mais au niveau des stratégies d'enseignement, par la suite, la petite était au courant. On explicitait les demandes. Elle savait ce qui était attendu d'elle, par exemple, par la suite. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble la grille. Je ne me rappelle plus si Malena vous l'a montré, mais en gros, voilà à quoi elle ressemble. Donc, c'est une grille qui permet une prise de données super simple. C'est très perceptuel comme manière de prendre les données. Pour les plus behavioristes classiques entre vous, ça peut être choquant, mais en gros, après la période de temps, donc de 2 heures dans le cas de la petite Mélina, on va encercler le gradient qui représente le mieux selon nous, ce qui s'est passé dans les 2 dernières heures. Donc, dans les 2 dernières heures, elle s'est frappée à peu près 4 à 5 fois, disons. Je vais encercler le chiffre qui représente le mieux ça. Je vous montre par exemple ce qui a été choisi pour elle. Donc, pour le comportement problématique qui était se frapper, si on encerclait le 0, c'est que ça s'était passé, le 1, pardon, c'est que ça s'était passé 0 fois dans les 2 heures, pardon, d'observation. Si ça se passait 1 à 10 fois, on encerclait le 2, 11 à 20 fois le 3, 21 à 29 fois le 4, et si elle se frappait 30 fois ou plus dans la période de 2 heures, on encerclait le 5. Pareil pour le comportement approprié. Si elle ne disait aucune phrase complète dans ses demandes, on encerclait le 1, 1 à 3 phrases le 2, et ainsi de suite. Ceci étant dit, ces barèmes-là sont décidés avec la famille, avec l'expert de l'enfant, parce qu'on demande, à votre avis, vous qui connaissez bien votre enfant, une journée normale où ça ne va pas particulièrement bien ou ça ne va pas particulièrement mal, en 2 heures, Mélina fait combien de demandes à peu près? 4-5. OK, parfait. On va avoir le but, c'est d'avoir notre moyenne à l'échelle du 3. Et combien de fois, à votre avis, en 2 heures, est-ce qu'elle a tendance à se frapper? 10 à 15 fois. Parfait. Donc, on va essayer d'avoir la moyenne perceptuelle du parent autour du 3. Des fois, on se trompe. Des fois, le parent se trompe. Des fois, il sous-estime, surestime. C'est correct. On va ajuster au fur et à mesure la grille. Donc, si on voit qu'on a un effet de plafond, on va descendre notre moyenne. Si on voit qu'on a un effet de plancher, on va monter notre moyenne. La troisième étape, dont Malena vous a déjà parlé, évidemment, l'évaluation fonctionnelle qui est faite sous forme de questionnaire qui permet d'arriver à une hypothèse comportementale. Voici pour le cas de la petite Mélina. Donc, l'antécédent, c'est quand elle est seule ou qu'elle s'ennuie, tout simplement. Après avoir vraiment observé, c'est quand elle n'a pas d'attention de ses parents, c'est quand elle est seule, c'est quand elle ne sait pas comment s'occuper. La conséquence, c'est qu'elle obtient une forme de stimulation. Donc, soit le contact avec, soit le fait de se frapper lui donne une forme de stimulation directe, ou bien le parent vient, s'occupe d'elle et elle obtient ainsi de l'attention. Donc, on a beaucoup axé sur l'autostimulation dans ce cas-là, donc l'obtention de sensations directement par le comportement, aussi connu sous fonction automatique.
parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas nécessaire que le parent vienne. Quand le parent vient, effectivement, ça s'arrête, mais c'était pas pour ça. Donc, il y avait aussi une recherche de stimulation en se frappant. Ensuite, quatrième étape, ce qu'on fait, donc là, on est rendu à la quatrième semaine, on arrive et on va faire une description des stratégies à l'équipe et on va choisir des stratégies. Donc, pour la stratégie préventive, par exemple, cette famille-là a choisi donner des choix. On entend des faux choix entre différents jouets pour la garder occupée et des horaires visuels pour lui rappeler les étapes de la journée, les jeux qu'elle a choisi de jouer pour la garder occupée. Teach, on a choisi enseignement la communication fonctionnelle et augmenter les opportunités d'enseignement, très axé sur le fait de faire des demandes complètes, et Reinforce, tout simplement renforcer le comportement approprié. Cette famille-là a décidé de ne pas mettre comme stratégie de ne pas renforcer le comportement problématique pour la simple et bonne raison que quand on travaille avec des comportements automatiques, donc qui sont eux-mêmes renforçants, par exemple se frapper, c'est très difficile sans faire usage de coercition d'empêcher une personne d'obtenir ce qu'elle veut, c'est-à-dire l'impact tout simplement ou la sensation par lequel le comportement est maintenu. Donc, ils ont décidé de mettre toute leur énergie au point de vue renforcement sur le comportement approprié, faire des belles demandes, jouer de manière appropriée, et voilà. Et voilà, la cinquième étape, c'est évaluation et ajustement. Donc, dans le cas où on voit que le comportement, malheureusement, il reste stable ou il devient très, très irrégulier. Là, on va revoir un peu certaines stratégies. Malena vous en a parlé. On va revenir premièrement sur la fidélité d'implantation. Est-ce que le programme est bien implanté? Ensuite, on va revenir sur notre évaluation fonctionnelle. Est-ce que notre hypothèse comportementale est la bonne ou on est complètement à côté de la plaque? Et si tout ça ne marche pas, bon, on va revenir à notre définition opérationnelle. Est-ce qu'on observe vraiment le comportement dont on parle tous ou est-ce qu'on parle de deux choses différentes et ce qui expliquerait, par exemple, une haute variation? Ça, c'est les données de la petite Mélina. Donc, comme vous pouvez voir, les comportements problématiques avant le niveau de base, au niveau de base, pardon, avant l'intervention, sont à gauche de la ligne et suite à l'intervention, à droite de la ligne. Vous pouvez remarquer qu'il y a eu une hausse. On pensait que ça irait plus rapidement plus haut, mais ça n'a pas été le cas, mais il y a quand même une hausse du comportement approprié et une baisse significative du comportement problématique avec plusieurs journées où elle a passé des 2 heures sans se frapper. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce cas clinique présenté de manière extrêmement brève, ma foi? Je rappelle à tout le monde que vous avez tous ce droit de parole. Vous n'avez qu'à activer le son sur votre ordinateur. Vous allez pouvoir poser votre question directement. Donc, revenons à notre étude, notre plus grande étude qui, je vous l'ai dit, l'écrasante majorité il me semble que je dis beaucoup ça, la grande majorité des données sont issues de cet article-là qui a été publié très récemment. Donc, Using Proven Teach Reinforce for Young Children to Manage Challenging Behavior in Public Specialized Early Intervention Service for Autism. Un petit rappel, donc en collaboration avec le SISMO, 3 cohortes de 10 à 15 participants sur une période chacune de 12 semaines. Et en tout, c'est 40 enfants et familles et éducateurs qui ont été inclus dans l'étude. Bon, premièrement, au niveau de l'attrition, ce qu'on a vu, c'est que dans notre première cohorte de 10 familles, on n'a eu aucune attrition, c'est-à-dire que tous les participants qui ont commencé ont fini le programme. Ça ne veut pas dire que ça a bien marché pour tout le monde, mais ils ont tous commencé et fini. Pour la deuxième cohorte, on a eu une attrition de 4 participants pour différentes raisons, principalement des congés de maladie, autant du côté des éducateurs que des parents. Et pour la troisième cohorte, on a eu beaucoup d'attrition, mais c'est une leçon qu'on a bien appris. La troisième cohorte, je vous rappelle, était de avril à juillet ou à juin, et l'été, ce n'est pas une bonne période pour faire de la recherche dans le monde des services publics en troubles du spectre de l'autisme. On a eu beaucoup d'attrition. Oui? Est-ce que tu peux me spécifier, est-ce que cette attrition-là, c'est la complétion du programme ou de la recherche aussi? C'est la complétion du programme et de la recherche, donc on n'a pas eu les temps post. On n'a pas eu les temps de mesure après parce qu'ils n'ont pas fini le programme. Ils n'ont pas fini le programme du tout. Oui, mais parmi les 6 ici, il y a aussi 2 familles qui n'ont pas commencé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Lorsque leur tour est arrivé de recevoir les services, parce qu'ils étaient au courant depuis septembre que ça allait être leur tour à un moment, ils nous ont dit, écoutez, on a reçu l'intervention habituelle d'ICI. Il y a une éducatrice spécialisée qui vient à la maison 10 heures par semaine. Et le petit Nicolas ne présente plus de comportement problématique. Donc ça, c'est aussi une excellente nouvelle de voir que pour certains enfants, je crois que c'est 3 en tout des 40 qui étaient en relais au début, ont tout simplement pas participé parce que quand leur tour est arrivé, l'enfant ne présentait plus de comportement problématique. Brièvement, des données sociodémographiques, c'était principalement des garçons, donc le fameux
une fille pour 4 garçons. Beaucoup d'enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, on en avait quand même un peu plus d'un tiers qui avaient aussi une déficience intellectuelle. C'était des enfants âgés en moyenne de 4 ans, avec un écart type d'environ 6 mois, là, une demi-année. Donc, c'était des enfants âgés d'environ 4 ans. Au niveau des familles, beaucoup de familles nucléaires, on a été surpris, mais beaucoup de familles nucléaires, quelques familles recomposées et une famille divorcée, et beaucoup de familles aussi dont les 2 parents étaient originaires du Canada, 18 seulement dont un des parents était originaire d'ailleurs, et 6% des familles d'où les 2 parents étaient issus de l'immigration. Au niveau du revenu, c'était quand même assez représentatif. On avait des familles d'un peu de différentes formes de revenus familiales. C'est vraiment juste à titre informatif que je vous donne ces résultats. Maintenant, si on parle un peu des mesures, juste pour être plus spécifique, au niveau des enfants, on s'est intéressé à 2 choses, les comportements prosociaux, donc les comportements positifs, et les comportements problématiques, les comportements qu'on voulait voir réduire. Ceci étant dit, l'article et les résultats que je vais vous présenter, c'est vraiment des données issues de questionnaires, donc le NCBRF ou le NINSANGER, tout simplement pour les comportements prosociaux, et pour les comportements problématiques, le BPI de Rojan. Donc, c'est des questionnaires. On a aussi des données sur les dossiers des enfants, mais ça, c'est des choses qui prennent énormément de temps à analyser. C'est une autre paire de manches. Pour le moment, je vous présente vraiment les questionnaires. Du côté du parent, on s'est intéressé à 2 choses, le stress parental, dont Catherine vous a beaucoup parlé ce matin. Donc, le stress parental, est-ce que notre intervention a un effet positif sur le stress parental, et acceptabilité du traitement. Donc, on a utilisé le TARF pour voir si les parents trouvaient que le programme était acceptable et le recommandaient, en fait, tout simplement, ou est-ce qu'ils trouvent que ça correspond bien à leurs besoins. Donc, voici les résultats pour les enfants et pour les parents. Donc, rapidement, pour les enfants, ce qu'on voit, c'est une réduction des comportements problématiques. Le plus surprenant, en fait, je vais dire ça comme ça, c'est au niveau des comportements stéréotypés. Donc, on voit qu'on a un D de Cohen de moins 0,62. 0,62. Donc, c'est d'un point de vue de la taille des faits, c'est que ça commence à devenir très intéressant. Ceci dit, c'est important de savoir aussi qu'on est dans une étude très pilote, donc on essaye de voir déjà à partir du moment où on est à 0,3 de D de Cohen, on voit qu'il y a une tendance intéressante. C'est pas statistiquement significatif, mais c'est quelque chose qu'on relève comme étant une direction, une tendance intéressante. Donc, une réduction des comportements problématiques au niveau du score total au BPI, principalement au niveau des comportements stéréotypés, donc des comportements plus spécifiques souvent aux enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme. Réduction aussi des comportements d'automutilation. Donc, à ce niveau-là, on est content. Et une hausse de 0,64, donc une hausse, encore une fois, je parle du D de Cohen ici, une hausse au niveau des comportements positifs, des comportements prosociaux. Donc, c'est vraiment une direction, une tangente qu'on est très, très, très content de voir, autant en tant que clinicien que chercheur. Pour ce qui est des parents, on s'est intéressé principalement au stress ici. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réduction. Donc, ça va encore une fois dans la direction qu'on veut. Petite parenthèse, des fois, on met en place un programme de gestion des comportements ou d'intervention chez l'enfant. On se rend compte qu'en responsabilisant le parent, ça a plein d'effets positifs, mais parfois, ça augmente le stress parce que c'est une demande en plus. Comme Catherine disait, des fois, le stress, ça peut être vraiment défini comme une incapacité ou un sentiment d'incapacité à répondre aux demandes de l'environnement. Puis, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter, mais là, on est content, on voit que ça va dans la direction contraire. C'est une réduction du stress, principalement au niveau du child domain, donc le stress lié aux besoins puis à l'enfant en général. Donc, autant au niveau du child domain que du total stress, on voit une réduction quand même intéressante au niveau des D de Cohen. Au niveau du TARF, donc l'outil qui mesure l'acceptabilité du traitement, les scores sont super bons. Les scores sont très élevés. Donc, à titre indicatif, le minimum, c'est 1, le maximum, c'est 5. Donc, comme vous pouvez voir, les moyennes, elles sont super élevées. Il y en a deux qui sont en bas du 4. Donc, ce n'est pas nécessairement négatif, mais disons que c'est celles qui sont juste sous le seuil de ce qui est disons juste en dessous de 4. Donc, on a ces deux-là. Donc, la première, how much time will be needed each day for you to implement this program? Donc, on demande aux parents, c'est quoi le temps qui est nécessaire pour vous d'implanter le programme? C'est celui qui a la cote la plus basse, donc 2,9.
Rappelons que 3, c'est neutre. Donc, on est juste en dessous du, on est juste en dessous du point neutre, là, on va dire ça comme ça. Mais c'est important de se rappeler que oui, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est un programme de gestion des comportements problématiques. Les parents ont un rôle actif là-dedans. Il y a du empowerment, comme disait Malena, mais il y a aussi un engagement qui est demandé. Et c'est pas surprenant d'entendre justement que c'est une des choses qui leur déplaît, entre guillemets, le plus, parce qu'encore, c'est pas un score très bas, mais c'est le plus bas, c'est ce qui, vraiment, c'est le temps. Donc, il ne faut pas sous-estimer le temps qu'on demande aux parents dans leur quotidien pour mettre en place ce programme. Deuxième qui ressort, donc qui est à 3.9, mais c'est le seul qui est en bas de 4, mis à part celui dont on vient de discuter. How much discomfort is your child likely to experience during the course of this program? 3.9. À quel point à quel niveau d'inconfort est-ce que vous pensez que votre enfant pourrait vivre durant la mise en place du Prevent, Teach, Reinforce, donc comme effet secondaire? On en parle beaucoup aux parents. C'est quelque chose, dans la formation, on en discute et on explique comment le présenter aux parents, mais quand on met en place un programme de gestion des comportements problématiques, il va y avoir ce qu'on appelle une bouffée d'extinction en français, c'est un très beau mot, une courbe d'extinction ou extinction burst. Donc, une fois à mettre en place un programme qui, on pense que l'enfant émet ce comportement problématique pour telle ou telle raison, eh bien, on va arrêter de faire que ça fonctionne. On va trouver une manière, des stratégies pour enlever cette fonction-là au comportement, puis lui donner un comportement approprié, lui enseigner un comportement approprié, mais à partir du moment où on met un programme d'extinction, il va avoir une hausse du comportement problématique. Donc, l'enfant va crier plus fort, il va frapper plus souvent, il va être de plus en plus en colère. Et ça, il faut expliquer aux parents que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a mis le doigt sur quelque chose. On n'est pas en train de travailler à côté de la plaque, on a mis le doigt sur quelque chose, puis oui, ça va monter, puis ça se peut que ce soit vraiment dur les 2-3 prochains jours, mais ça va redescendre, puis d'habitude, quand ça commence à redescendre, ça descend très vite. L'enfant comprend, OK, ça marche plus. Ça marche plus. Donc, on imagine, puis ça, c'est quelque chose qu'on voit dans les prochaines études demander plus spécifiquement, on imagine que cette question-là a eu ce score-là justement à cause de la courbe d'extinction qui peut-être a créé vraiment de l'inconfort autant chez l'enfant que chez sa famille. Voilà, et là, ça, c'est un petit flash que je vous montre rapidement. C'est pas dans le même article, c'est dans un autre article qui est en train d'être soumis. Donc, voici nos résultats pour les éducateurs et éducatrices. Ce qu'on voit encore une fois pour les dés de Cohen, c'est qu'il y a une réduction qui n'est pas significative malheureusement, mais qui est quand même intéressante au niveau de la sous-échelle de dépersonnalisation. Donc rapidement, le MBI, le Mass Slash Burnout Inventory, c'est un outil qui mesure les symptômes de burnout liés au travail, évidemment, donc les symptômes dépressifs liés au travail. Et la sous-échelle de dépersonnalisation, c'est tout ce qui est en lien avec excusez-moi, c'est tout ce qui est en lien avec un peu le détachement lié au travail, détachement lié aux besoins de la famille, à l'enfant, vraiment comme prendre du recul dans le mauvais sens du terme, pas être capable de prendre du recul sur sa journée de travail, mais vraiment essayer de se distancer puis d'avoir moins d'intérêt. Donc, c'est vraiment ce que la sous-échelle dépersonnalisation au travail représente. Et même si ce n'est pas significatif, on voit quand même une réduction quand même intéressante au niveau du dé de Cohen, encore une fois, plus haut que 0.3. Parenthèse également au niveau du Maslash au temps 1, donc le before, donc avant l'intervention, on avait déjà affaire avec des intervenants qui avaient très peu de symptômes dépressifs et une très bonne santé mentale. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'est pas capable d'apprécier beaucoup de changements. Ceci dit, au niveau de la réaction émotionnelle, puis je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a des études qui montrent que les réactions émotionnelles des éducateurs face au comportement problématique sont un des facteurs principaux qui va prédire s'ils vont implanter et mettre en place et choisir des stratégies appropriées pour l'enfant, pour le comportement problématique, pour le contexte. Donc, si on est capable d'avoir un impact là-dessus, c'est génial. Et on voit que oui, on voit qu'avant et après la mise en place du PTR, les éducateurs ont significativement moins peur et sont moins anxieux face au comportement problématique. Et incidemment, on voit qu'ils sont significativement plus confiants et plus plus détendus, disons, face au comportement problématique. Donc, on est capable de vraiment voir ici, puis c'est des résultats qu'on adore, on est capable de vraiment changer la perception ou la réaction émotionnelle de ces éducateurs et éducatrices-là avec une intervention de 12 semaines en Prevent, Teach, Reinforce.